Nous y sommes pour notre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, nous parlons 100% entrepreneuriat. Vous êtes dans Entrepreneur, je suis Blandine Védomé. Bonjour, bienvenue. Pour ce numéro, nous avons la parole d'expert qui nous intéresse aux éléments qui font la présence en ligne. C'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas suivi la toute première, je vous invite à regarder le numéro précédent d'Entrepreneur et ainsi vous rattraper pour celle-ci. Nous parlons dans le journal de l'entrepreneur de la 4e édition du mois du consommé local. Le mois d'octobre au Togo y est dédié et on en saura un peu plus sur le thème réservé à cette 4e édition. 5 pays, sinon 10, sont propices en Afrique à l'entrepreneuriat. Pour ce jour, je vous cite 5 pays sur la liste des 10 qui offrent plusieurs conditions les meilleures aux entrepreneurs en Afrique. Démarrons tout de suite avec le journal de l'entrepreneur où la 4e édition du mois du consommé local se prépare activement. On va tout de suite écouter donc les précisions avec la thématique dédiée à cette 4e édition. Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux? C'est le thème de cette 4e édition du mois du consommé local consacré aux produits Made in Togo qui se tiendra du 1er au 31 octobre 2023 avec un accent sur les biens et services. L'événement est officiellement annoncé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale du Togo en collaboration avec la commission de l'UEMOA, comme l'indique un communiqué de l'autorité de tutelle Rose-Kaï Mivedor. Au programme notamment des discussions de haut niveau autour du thème central et des questions de qualité des produits et de certification ainsi que l'impact des laboratoires d'analyse sur la compétitivité des produits et services locaux. Sur l'ensemble du territoire, ce sera également des organisations, des expositions ventes mettant en avant le Made in Togo, tandis que les visites d'entreprises et des campagnes médiatiques encourageront la promotion des biens et services locaux. Cette édition, indique-t-on également, s'annonce comme une opportunité pour les parties prenantes de dresser un bilan des éditions précédentes et de définir de nouvelles stratégies visant à renforcer la compétitivité des entreprises togolaises sur les marchés nationaux et internationaux. Selon une récente étude du magazine CEO Words, l'Afrique du Sud est le premier pays en Afrique à réunir des conditions plus propices aux activités entrepreneuriales avec 15,12 points, parce que disposant d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'un esprit de compétition et d'un environnement propice aux affaires. Le pays est la 3e économie du continent et représente une plaque tournante de l'industrialisation en Afrique subsaharienne. Il est également 48e dans les classements mondiaux. L'Afrique du Sud est le pays le plus ouvert aux entrepreneurs en Afrique. À la 2e position, nous avons le Rwanda avec 14,96 points. Il peut se vanter des progrès remarquables dans le domaine. Le dévouement du pays à l'innovation associé à des infrastructures rénovées a stimulé une culture de start-up florissante, arrivant donc 50e dans le classement mondial. À la 3e position, nous avons le Maroc avec 14,32 points. Un bassin croissant de main-d'œuvre qualifiée associé à une compétitivité et à un accès au capital facilité a favorisé un environnement bénéfique à l'épanouissement des startups. 61e place dans le classement mondial. Le Kenya, 14,2 points avec sa 4e place. Il s'établit comme un foyer pour les entreprises, la résilience de la nation, associé à un paysage d'innovation croissant et au développement d'infrastructures, alimente son esprit d'entreprise, 63e au rang mondial. À la 5e place de ce classement, nous avons le Nigeria avec 14,11 points. 5e, il reste le moteur pour les entrepreneurs en Afrique, bénéficiant de la plus grande économie du continent. La scène des startups du Nigeria se sert d'un meilleur accès au capital et d'un environnement commercial ouvert. 64e place mondiale. Ce sera tout pour aujourd'hui. Continuons la semaine prochaine avec les 5 autres pays sur le classement des 10. L'invité du jour est bel et bien présent. Aujourd'hui, nous recevons Chris Miranda Lawson-Plaka, qui est directrice et fondatrice de la maison Chris Beauty Salon. Tout simplement, on parle de make-up, de coiffure, de photographie également. C'est un multitalent à découvrir dans quelques instants.
C'est déjà le moment de recevoir notre invité du jour pour ce numéro d'entrepreneur. Nous sommes avec une entrepreneure, comme vous pourrez le constater. Elle fait dans le domaine de la beauté et du make-up. Elle, c'est Lawson Plaka Chris Miranda, Chris Make-up, Chris Beauty Salon désormais, parce qu'elle étend ses activités qui va au-delà du make-up depuis un bon bout de temps. Son parcours nous force l'admiration et surtout nous inspire. C'est le moment de décortiquer, d'en savoir un peu plus sur non seulement son parcours, sa vision de l'entrepreneuriat et bien sûr ses défis, ceux auxquels elle a pu faire face et qu'est-ce qu'elle a donc à nous réserver avec la suite de son entreprise. Chris Miranda, bonjour. Bonjour Blondine, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, je rends grâce. Nous sommes contents de vous avoir à REA pour ce numéro d'entrepreneur. Merci beaucoup. Et il s'agira de parcourir votre vie d'entrepreneur et d'en tirer leçons, beaucoup de choses à apprendre aussi de votre parcours. Alors, tout démarre déjà avec des études en économie, mais plus tard directrice de Chris Beauty Salon. Oui. Pourquoi ce choix de switcher ce qu'on a eu comme formation pour finalement tomber dans l'entrepreneuriat et la beauté? Bon, je dirais qu'à la base, je suis quelqu'un qui est passionné par l'art. C'est vrai que j'ai fait des études qui étaient carrément différentes du contexte, du milieu dans lequel j'exerce aujourd'hui. Mais je pense que l'art, le domaine de l'art, la passion a pris un peu le dessus. Et puis, ce n'était pas comme si je regrettais les études que j'avais faites, non. Je pense que ça m'a quand même apporté, boosté dans un domaine assez précis. C'est vrai, c'est de la statistique économique, c'est assez général. Mais aujourd'hui, je me retrouve directrice de ma propre entreprise, je me sens plus à l'aise. Et là, bon, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Ce n'est pas comme si on m'a forcé ou on m'a obligé à l'exercer. Je me suis juste développée ainsi par passion et j'ai laissé à côté le domaine de la statistique pour un moment. Ouais, on ne sait jamais. Ouais, la passion qui prend le dessus en 2017, c'est bien cela? Oui, en 2017 d'une manière officielle parce que j'ai commencé en 2016 en général. Mais je l'ai concrétisé en 2017 avec la création de ma page sur Facebook et la création aussi de l'entreprise aussi après. Voilà, donc je pense que j'ai officialisé sur les réseaux sociaux en 2017. Mais en général, c'était en 2016 en fait. Votre expérience nous intéresse parce que c'est le circuit, on va dire, les étapes que beaucoup suivent. On commence d'abord de façon anonyme. Quand je parle d'anonyme, c'est vis-à-vis de l'État. On a sa petite structure, on a le temps de faire ses activités et ensuite on déclare. Est-ce que aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, vous recommandez encore cette façon de faire à quelqu'un qui veut se lancer ou vous lui demanderez, enfin vous lui conseillerez d'aller d'abord s'enregistrer et maintenant démarrer les activités? Le domaine du maquillage, c'est... En tout cas, ici au Togo, c'est un tout petit peu complexe en termes d'entrepreneuriat. Je parle en termes de définir son entreprise d'une manière assez administrative en fait. Je préfère que la personne commence petit à petit avant de vouloir l'enregistrer. Parce que la manière dont le maquillage il aide par rapport à certains pays, ce n'est pas la même chose ici au Togo. Donc ce n'est pas parce que forcément quelqu'un il gagne largement que ça veut dire que tout le monde qui va se lancer dans le domaine va gagner largement. Ça dépend de ta vision, de l'engouement que tu as à ton business aussi. Il y a beaucoup de choses qui agissent en fait qui font que tu pourras essayer d'étendre ton activité comme il faut. Mais je préconise ou je suggère à quelqu'un qui veut débuter dans ce domaine-là de commencer en bas de l'échelle d'abord avant de vouloir s'enregistrer. Parce que s'enregistrer, ce n'est pas seulement disposer d'une carte CFE, non. Il faut aussi comprendre en même temps que vous êtes dans les archives du gouvernement et que si par exemple vous faites face à un client potentiel qui demande peut-être une facture normalisée, vous voyez que là vous êtes en train d'entrer dans des charges fiscale. Oui, bien sûr. Et là, ça va vous revenir à beaucoup de charges à la fin de l'année comme à la fin du mois pour gagner combien concrètement, honnêtement. Donc, je pense que c'est mieux pour quelqu'un qui débute de commencer en bas de l'échelle, de s'assurer d'abord de sa rentabilité avant de vouloir
vraiment s'enregistrer et entrer vraiment dans le domaine là de l'entrepreneuriat où on se dit bah, chef d'entreprise et tout ça. En tout cas, je pense que c'est mieux ainsi. Il y a beaucoup qui disent comme vous, hein, comme vous préconisez déjà, s'assurer du fait qu'on a des entrées régulières par mois et avant de pouvoir y aller. Pas seulement d'avoir juste des entrées régulières. Vous savez, il faut bien faire la part des choses. Quand vous voulez lancer une entreprise, il y en a qui restent juste virtuellement et puis il y en a qui aiment concrétiser les choses sur les papiers. Mais ça dégage beaucoup de responsabilités en arrière parce que vous voyez, un salon de beauté, par exemple, c'est la plupart du temps pour que ça soit chic. Mais quand les agents de l'hôtel viennent faire les contrôles et tout, c'est ce que vous vendez, c'est l'image que vous donnez au salon. C'est en tenant compte de ça qu'eux aussi vont faire leur compte. Donc, ils ne vont pas comprendre en fait que, par exemple, vous n'avez que peut-être que 2 clients par mois. Ce n'est pas possible. Vous êtes une boutique au bord de la rue. Il y a beaucoup de choses qui signifient que bah, normalement, ça doit fonctionner. Donc, pas seulement vérifier que vous avez des revenus réguliers, non. Il faut voir vraiment en dehors de votre chiffre d'affaires. Est-ce que ce que vous avez à côté, ça peut vraiment compenser les charges fiscales? Il faut vraiment voir tout ce alentour-là, en fait, avant de vouloir jouer ou entrer dans ce domaine-là, parce que ce n'est pas du jeu. Ouais. Ce n'est pas du jeu, on peut le sentir et on sent désormais que Chris Miranda, vous avez votre expérience dans le domaine en question. C'est aussi la grosse difficulté pour plusieurs jeunes entrepreneurs, ceux qui passent de passion à concrétisation de travail en tant que métier et en tant que société proprement dite. Mais dites-nous, pour aider quelqu'un actuellement, comment vous informez de tout ce qu'il y a administrativement parlant avant de vous lancer dans votre entreprise? On vous aide, vous vous faites accompagner par des spécialistes ou vous êtes juste curieuse et vous découvrez par vous-même? Bon, en fait, comme tu l'as dit, j'étais une statisticienne économiste. Donc, du coup, en termes d'analyse, c'est mon domaine d'expertise, en fait. Donc, quand j'ai lancé dans ce domaine-là, j'ai pris vraiment le temps d'étudier les bases de données comme il faut, même au niveau de la concurrence et tout. Donc, du coup, dire que j'ai eu vraiment quelqu'un qui m'a guidée, je ne dirais pas ça. Plutôt, j'ai pris mon temps d'analyser en fond et à l'âge parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un domaine de maquillage, mais ça ne veut pas dire que le domaine économique, tout ce qu'on a eu à apprendre sur les bancs d'école en termes de fiscal, en termes d'économie, de beaucoup de choses, on l'a oublié. J'ai étudié bien le terrain, j'ai abordé certaines personnes et c'est en fonction de ça que j'ai su comment guider mon entreprise et autres. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. C'est plutôt votre background qui vous aide, vous. Justement. Donc, sûrement, si quelqu'un qui nous suit en ce moment n'a pas ce background-là, il va falloir se faire accompagner nécessairement. Oui, si quelqu'un ne l'a pas, c'est mieux que la personne se dirige vers des spécialistes pour ça. Voilà. Pour ne pas après regretter, dire si je savais, non. Il n'y a pas de ça après. Parce que quand vous vous lancez, en fait, vous voyez, parce que moi aujourd'hui par exemple, on a dépassé l'étape de l'OTR, aujourd'hui on se déclare à la CNSS, vous voyez, ça fait beaucoup de charges, de choses, voilà, chaque fin de mois, chaque année, ça fait beaucoup de choses. En tout cas, tout ceci démarre petitement, on va revenir à votre parcours. Comment est-ce que vous passez le pas tout de suite pour vous dire, ok, ce travail, j'ai envie d'y faire? Déjà, la rentabilité dans l'environnement togolais, pour un travail qui émane du domaine de l'art. Comment est-ce qu'on l'impose? Comment est-ce qu'on arrive à définir une tarification? Ok, je fais tel service pour tel prix, et on arrive à le faire comprendre à son vis-à-vis, un potentiel client. Bon, honnêtement, ici au Togo, c'était très compliqué mes débuts parce qu'à la base, il y avait des pionnières également dans le... Je ne vais pas dire dans le maquillage, mais dans l'esthétique, en fait. De façon générale. Voilà, de façon générale. Parce qu'en 2016, il n'y avait pas vraiment de pionnières en maquillage. Il y avait plutôt des pionnières en esthétique. Il y avait de grandes esthéticiennes ici à Lomé et tout. Et honnêtement, C'était quoi la question? Et comment vous arrivez à définir vos tarifs et surtout à le faire comprendre à vos clients? Voilà. Honnêtement, les débuts, c'était très, très compliqué parce que on est dans un pays où la jeune femme, elle n'a pas tendance vraiment à se maquiller quotidiennement. La femme togolaise, elle aime être naturelle.
Elle aime être dans la simplicité. Contrairement à d'autres pays où la femme, elle doit se maquiller presque chaque jour ou dirais-je presque chaque semaine. Parce que j'ai remarqué ça dans certains pays. Même pour aller au marché, elle veut se maquiller. Donc au début, c'était compliqué de s'imposer parce que d'abord, il y avait la qualité des produits qui posait un problème. La compréhension de la clientèle qui était autre chose. Et comment je me suis imposée, je pense que je me suis basée plus sur les produits américains. Ok. Parce que me fixer sur les produits, je ne vais pas donner le nom d'un pays là pour ne pas discréditer, mais me fixer sur certains produits de certains pays, par exemple, ça ne m'arrangeait pas. Vous voyez, parce que plus le produit il est huileux, plus ça coule rapidement. Et j'ai préféré vraiment investir d'une manière très lourde dans les produits américains. Okay. Et avec ces produits-là, les gens voyaient déjà la finesse, la fraîcheur et la qualité des produits parce que ça permet d'avoir une ténacité quand même assez fiable. Vous vous fiez vraiment à la ténacité. Ce n'est pas parce que la personne vous le dit que ça tient, donc ça veut dire que ça tient. Vous-même, quand vous remarquez, vous allez vous rendre compte que vraiment les produits sont assez fiables et que la ténacité, elle est ce qu'elle est. Donc ce que vous mettez en avant, c'est la qualité. Voilà, la qualité des produits. Maintenant, en dehors de ça, ce que j'ai mis en second plan, je pense que c'était le marketing sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le temps, à notre époque, on n'avait pas TikTok. Parce que si c'était en 2016, on avait TikTok, je ne pense pas que, peut-être on allait dépasser un niveau plus qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, on se basait un peu sur ce qu'on avait dans le temps en 2016, Instagram, Facebook, voilà. Et on faisait la communication sur les réseaux sociaux. Le méta, c'est vrai que ça ne suffisait pas. Donc du coup, on allait avec certains défilés de mode, on allait avec des agences pour la promotion du maquillage indirectement parce que les gens ne voulaient pas trop s'initier dans ça. Donc on a commencé avec des petites publicités, avec des modèles des agences de mannequinat qu'on prenait, on maquillait, on présentait le maquillage. Parce qu'il y en a qui, dans le temps, ils ne savaient même pas ce qu'on appelait du soft make-up, du nude. Du coup, vous êtes allé vers les potentiels clients et les intéresser à la chose, c'est bien cela? Non, on n'est pas vraiment allé chez les clients. On a plutôt approché les agences qui font des défilés de mode et des agences qui ont à leur compte des mannequins. Donc plus on prend les mannequins, on les maquille. Parce que dans le temps, j'avais une petite caméra et donc du coup, je me débrouillais avec les petites vidéos et tout. Donc ça faisait en fait indirectement une autre sorte de publicité. Parce que ça ne suffit pas juste de dire à la personne que vous avez des produits de qualité. Si vous avez un téléphone qui ne donne pas un rendu assez réel, on ne va pas vraiment vous croire par rapport au truc. Vous voyez? Donc il fallait aussi, au-delà du méta, il fallait un appareil qui concrétise vraiment la netteté et la fraîcheur de votre travail, vous voyez. Et c'est comme ça, petit à petit, je pense qu'avec l'aide de Dieu, que je vais mentionner surtout, parce que moi-même, des fois, je me perds un tout petit peu. Donc, du coup, avec l'aide de Dieu, je pense que ça a commencé par s'imposer dans la capitale et les gens ont commencé par mieux voir la différence entre le maquillage qu'on faisait aux années de 2010 et le maquillage qu'on faisait maintenant aux années de 2016-2017. Voilà. On a montré un peu la différence pour que les gens voient que être esthéticien ne veut pas forcément dire que tu es une maquilleuse professionnelle. Tu peux développer ton potentiel d'une autre manière. Et là, on a commencé par ramener les choses petit à petit. Aujourd'hui, on rend grâce. Tout le monde connaît maintenant le maquillage nude. Tout le monde connaît le maquillage nude. C'est bien de le dire. Alors, si je récapitule un peu, on est dans un environnement togolais où le maquillage, ce n'est pas vraiment le fort des uns et des autres. Non, ce n'est pas vraiment le fort. Vous usez d'une stratégie pour leur présenter. Donc, vous présentez votre service, puisque c'est ce qu'il est, et vos produits également. Et histoire d'intéresser ceux qui peuvent s'en procurer. C'est la démarche à suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est dans le domaine du maquillage, hein, pour autre chose également, on peut se dire, ok, dans mon environnement, ça ne peut pas marcher. Il faut quand même essayer et faire un peu comme vous, c'est-à-dire amener les gens à s'intéresser à cela? Ça dépend de ce que vous avez à vendre comme produit. Parce que le domaine de l'entrepreneuriat, il est vague en fait.
Ça dépend parce que si c'est juste fournir... En fait, il faut voir d'abord comment répondre aux besoins de la population. Parce que vous ne pourrez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat si la population ne présente pas une demande vraiment assez spéciale. Donc, il faut savoir répondre aux besoins d'abord en voulant vendre votre produit. Vous ne pourrez pas vous lancer n'importe comment. Maintenant, par rapport à moi, ma stratégie, comme j'ai dit, ça dépend de ce que la personne veut vendre. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer comme ça, aller chercher... Moi, par exemple, je cherchais des modèles dans le temps. J'avais plein de mannequins. Dans le temps-là, j'en profite pour dire merci à l'agence de Andrew Johnson qui m'a beaucoup aidé à mes débuts avec tous ces mannequins. Donc, du coup, par exemple, imaginez, vous vendez par exemple des meubles. Vous n'allez pas chercher des mannequins pour ça non plus. Donc, du coup, je pense que c'est ça. C'est selon votre produit. Voilà, c'est selon votre produit. Service, voilà. peut-être. Mais je pense que si la personne se base plus sur les réseaux sociaux pour un début, ça va beaucoup le booster. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Donc, je pense que la première base, peu importe le domaine de la personne, c'est d'y aller sur les réseaux sociaux d'abord, essayez de vendre bien le produit. Parce que comme j'ai dit, si vous n'avez pas une photo qui concrétise la finesse, le vrai travail, qui présente bien votre travail, présente bien, ça ne va pas le faire. Alors, Chris Miranda, ce qu'il faut savoir de notre entrepreneur du jour également, c'est que c'est un multi-talent. Je le dis pourquoi? Parce qu'au-delà de faire du maquillage, vous êtes, comme vous avez dit, à la photo, à la communication. Exactement. Et à la négociation aussi, naturellement, en tant que directrice d'entreprise. Et aujourd'hui, malheureusement, tout le monde n'a pas ces capacités de pouvoir réaliser, monter, publier, trouver le message qui accroche et qui va avec. Pour quelqu'un qui n'a pas tous ces skills comme vous, est-ce que vous conseillerez de pouvoir sous-traiter alors qu'on démarre et qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il faut se serrer la ceinture et trouver le budget et maximiser sur cela ou faire juste dans la propre en attendant que ça prenne, comme on a l'habitude de dire? Bon, d'abord, j'avais dit au préalable que ça dépend de l'engouement que vous donnez à votre business. On pourrait dire à quelqu'un de juste serrer la ceinture et faire se débrouiller comme il peut. Hein. Parce que vous savez, quand vous commencez en famille, on vous dira toujours pareil, que fais ce que tu peux. Mais quand vous donnez une certaine rigueur en fait à votre business et que vous avez une vision assez lointaine, je pense que vous allez changer le cours des choses, même si c'était à la base. C'est vrai qu'ici, en termes de prix, c'est un peu compliqué. À la base, on obligeait d'une manière indirecte les gens à pouvoir accepter certains prix. Parce que si vous donnez un prix à quelqu'un, il va dire que vous êtes cher. Vous voyez? Donc, je pense en fait que c'est mieux que la personne d'abord essaie de se diriger vers des gens qui peuvent vraiment le faire. Parce que sans vous mentir, c'est un travail fatigant derrière. Gérer ses propres pages, aujourd'hui on a Threads de plus qui fait que tu dois, imaginez, vous devez partager sur Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Threads, LinkedIn. Et il faut pratiquement gérer tout à la fois parce que ce n'est pas les mêmes contenus qui se suivent sur toutes les pages. Il y en a qui sont plus intéressés par les écrits, il y en a qui sont plus intéressés par les vidéos, photos, vice-versa. Donc imaginez, vous devez gérer tout ça. Maintenant, prendre encore la caméra, gérer, monter, c'est un travail fou derrière. Oui, mais à côté de ça, on démarre juste son activité. Oui, on démarre. Pour démarrer, je préfère que la personne puisse avoir un téléphone. Parce que les caméras, sincèrement, c'est complexe. Ne pensez pas que parce que quelqu'un le fait, vous allez dire moi aussi je peux gérer. Et puis ça dépend de la caméra. Moi, je gère une Sony. J'ai toujours géré une Sony. Ça, c'est parlant de tout ce qui est réalisation. Voilà. Et les Sony, ce n'est pas comme les Canon. Ce n'est pas que je fais de la publicité à Sony. Ah non. Mais les Sony, ce n'est pas comme les Canon. C'est vraiment complexe. Les photographes vous le diront. Et donc, je dirais que la personne n'a qu'à démarrer avec un téléphone. Vous voyez, un téléphone. Les publicités, que la personne essaye de faire ce qu'elle peut. Mais quand la personne veut avoir une autre vision de son business, veut vraiment que ça booste d'une manière assez rapide et veut vraiment qu'à long terme, ça puisse vraiment lui porter comme il faut, je préfère que la personne se dirige vers des community managers. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme s'ils sont vraiment chers, mais ça dépend de ce que le gestionnaire de votre page aussi va vous apporter. Vous voyez?
Donc, si quelqu'un, la personne se trouve que elle ne peut pas gérer toute seule pour un début, au moins les petites vidéos et autres, les petits trucs pour relayer la communication et autres, elle peut le faire. Maintenant, en termes de tests, photos et tout ça, c'est mieux de voir des gens qui peuvent vous aider. Vous pouvez même vous associer avec des photographes qui, de temps en temps, peuvent vous aider. Voilà, voilà. Parce que le téléphone ne donne pas toujours le même rendu qu'une caméra. Vous aurez forcément besoin d'une caméra pour un truc. Vous voyez. Bon, ça, c'est parlant de réalisation audiovisuelle. Hein. Ça peut s'étendre à d'autres activités, c'est pareil. Bien donc, sûr, ça peut s'étendre. Conseillez de prendre des services d'un spécialiste quand on ne peut pas le faire. Un spécialiste. Même si vous êtes dans la restauration, vous êtes spécialisé dans des cocktails de ouf, des choses que peut-être ne viennent pas encore ici à Lomé. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, iPhone est assez développé, on peut tout faire. Mais je pense qu'il y a quand même des fonctions que vous n'allez pas trouver également dans le téléphone. C'est vrai qu'on peut tout gérer avec un téléphone aujourd'hui, mais il y a des fonctions que vous ne trouverez pas dedans. Donc vous voyez des experts, des vidéastes, des réalisateurs qui sont des experts dedans et qui sauront vraiment faire des vidéos comme il faut pour mieux vendre en fait votre produit au niveau de la restauration. Voilà. Allez, on va laisser tout ce qui est audiovisuel et parler d'autres choses maintenant. Parce que Chris Makeup, on vous appelle souvent comme ça, non? Oui, la plupart du temps, tout le monde dit Chris Makeup. Ils oublient en fait que c'est juste le nom de l'entreprise. Voilà. Et moi-même, c'est Chris Miranda. Voilà, Chris Miranda. On est habitué. Vous avez à un moment donné cette idée d'élargir vos activités parce que vous passez uniquement du maquillage, désormais à la coiffure, à la photo, et aussi coiffure pour hommes comme pour femmes. Exactement. Et la formation aussi. Bon, pour des passionnés, pour ceux qui arrivent dans un domaine par passion, il y a souvent ce petit syndrome de l'imposteur qui continue de sommeiller en nous et qui ne donne pas cette assurance à tout le monde tout de suite de se dire « Ok, je peux étendre mes activités ou soit je peux aller former d'autres personnes ». Pour votre cas, comment ça se passe? À quel moment vous dites « Ok, je suis prête à donner de la formation ou à étendre mes activités » Bon, moi j'ai commencé la formation en 2017-2018, si je me rappelle bien. Vous savez, quand vous étudiez aussi, c'est ça ce qui est bien. Quand vous faites des études assez supérieures, ça ne se gâche pas. Vous voyez, c'est toujours là, ça vous pousse d'un niveau à l'autre. Les formations, on l'a commencé en 2018. La coiffure, on l'a commencé en 2020 avec l'avènement du coronavirus. C'était en 2019, fin 2019, coronavirus, si je ne me trompe pas. Fin 2019. Voilà. Donc, j'ai commencé en 2020 et tout. Et après, j'ai préféré développer le côté studio photographie, en fait. Comment j'ai géré et comment je me suis dit, si je dois y foncer et avec tout. L'assurance, Voilà. Je dirais plutôt que c'est l'environnement de notre pays, en fait, qui me donne cette énergie-là. Comment ça? Parce que vous savez, à Lomé, par exemple, à Lomé ou à Bamako, à Abidjan, l'énergie que je donne ici, ce n'est pas la même énergie que je dépense, par exemple, à Bamako ou à Abidjan ou à Ouagadougou. Vous êtes plus investi à Lomé, Lomé vous impose à donner plus, c'est ça? Oui, Lomé m'impose à donner plus. Vous voyez? Contrairement à dans d'autres pays où je ne donne pas autant. Parce que, comme j'ai dit, à la base, les gens ne sont pas trop... Ce n'est pas leur truc de se maquiller presque tout le temps. Donc, vous êtes obligé en tout temps de travailler, qu'il y ait des clients ou pas, de toujours prendre un modèle maquillé puis pour les présenter. Il y en a qui vont penser que vous avez toujours des clients. Non, des fois, c'est juste de la publicité. Maintenant, au moment où je me suis lancée dans la coiffure, pourquoi je l'ai fait et tout... C'était l'avènement du coronavirus, honnêtement. Ça m'a déprimée, honnêtement, je l'avoue, parce que les activités étaient complètement arrêtées. C'était vraiment une période noire, très, très noire pour moi. Mais comme j'aime entreprendre, innover, apporter une sorte de diversité à mon domaine, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans la coiffure. Mais je ne me suis pas lancée dans la coiffure tout juste parce que les gens le font. C'est parce que j'aimais plus la coiffure des hommes. J'ai remarqué que, c'est pas trop les coiffures américaines comme je voulais et tout.
et je me suis lancée dedans. Et c'est la seule formation même que d'ailleurs j'ai faite dans ma vie d'entrepreneur, voilà. Parce que le maquillage, je ne me suis pas formée dedans. La coiffure femme non plus, je n'ai pas été formée dedans. Ce sont des choses que j'ai développées toute seule parce que je suis assez autodidacte en fait. Donc du coup, la photographie, c'est pareil, niveau vidéo, c'est pareil. J'ai eu juste des amis qui de temps en temps, vous aident juste à vous corriger pour certains trucs et puis ça s'arrête là. Donc, il y a l'environnement du pays qui me booste parce qu'on se dit ça ne donne pas comme on voulait que ça donne. Donc, ça vous oblige vraiment à chercher d'autres idées créatives pour essayer de diversifier votre travail et développer un autre projet qui va vous apporter une autre rentabilité assez stable à long terme. Donc, ce n'est pas vraiment mauvais que ça soit dur? Non, ce n'est pas. C'est vrai que le pays chauffe, tout le monde le crée, mais soyons honnêtes, ça chauffe, mais ça vous donne l'envie de travailler. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est vrai que le pays, ça chauffe, mais on ne peut pas accuser en tout temps le gouvernement. Vous comprenez? Le gouvernement ne va pas tout faire pour nous. Ce n'est pas que je suis en train de défendre le gouvernement. Ah non, il ne faut pas que les gens confondent les choses. Mais je dis juste que c'est vrai que le pays chauffe, mais on ne peut pas attendre à chaque fois que le gouvernement fasse ci, le gouvernement fasse ça. Plus ça chauffe, plus ça vous donne envie de travailler. Maintenant, quand vous entreprenez dans un domaine, ça ne donne pas, vous êtes obligé de chercher un autre pour ajouter. C'est ce que j'ai fait. Arrivé à un moment, le maquillage, ça ne donnait plus. Et moi, je ne pourrais pas me contenter de regarder en l'air tout en payant les charges fiscales en tout temps. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai préféré altérer rapidement vers un autre domaine où on va commencer par essayer de gagner un peu pour combler nos dettes et tout ce qui est charges administratives et tout ça. Intéressant. Et vous le disiez il y a quelques petites minutes, c'est que vous ne dépensez pas autant d'énergie dans d'autres pays comme vous le faites au Togo. Aujourd'hui, dans le journal d'entrepreneurs, on citait quelques pays qui sont hostiles, qui sont beaucoup plus ouverts ou sinon qui offrent de meilleures conditions aux entrepreneurs, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Rwanda, et pour ne citer que cela, et le Maroc en top 5. Pour vous, vous sillonnez pas mal la sous-région aujourd'hui. Quelle est donc la différence selon les pays? Je sais que vous allez souvent au Mali, au Niger, au Bénin. Comment vous trouvez ces environnements comparés au Togo? Parlons d'entrepreneuriat. En termes d'entrepreneuriat, je pense que les pays là ont un soutien quand même assez très particulier en termes d'entrepreneuriat par rapport à ici. Vous savez, le Togolais, peu importe ce qu'on entreprend, il n'y a pas vraiment un soutien assez coriace, si je peux le dire, qu'on peut constater vraiment et qui peut vous donner l'envie de toujours continuer. De la part des citoyens ou de la part du gouvernement? Je dirais de la part des deux. Ok. Voilà. Je dirais de la part des deux. Parce que vous savez, par exemple, les Nigériens, ils se soutiennent beaucoup. Vous voyez, peu importe le domaine, ils se soutiennent beaucoup. Ici au Togo, c'est triste, mais entre nous, on ne se soutient pas vraiment comme il faut. Et c'est un constat presque sur tous les terrains, même le domaine musical et tout, c'est pratiquement la même chose, vous voyez. En entrepreneuriat aussi, c'est pareil. En entrepreneuriat, c'est pareil. Parce que vous voyez, ils lancent par exemple un domaine, si je prends le domaine de l'immobilier ou un autre domaine d'activité, par exemple les meubles ou la restauration et autres, il y a un soutien fort qui est derrière. Les citoyens se soutiennent, vous voyez, je ne sais même pas comment. Il y a de l'entraide, voilà. Et il y a le gouvernement qui appuie aussi certains projets à certains jeunes. Quand ils savent que le projet, il est porteur, il les appuie, il les soutient. Je dis ça parce que quand moi j'ai commencé mes formations dans les autres pays, j'ai abordé, je l'ai dit ouvertement, j'ai abordé certains responsables du gouvernement et autres. Jusqu'à présent, même pour Abidjan, on a eu à envoyer des mails et tout ça abordé, mais on n'a eu jamais aucun retour. Vous voyez, or, quand on fait ces formations-là, indirectement, on développe le nom du pays. Si, bien sûr. On développe les couleurs du pays. Mais on n'a pas vraiment un soutien en tel que tel. Et en dehors des gens du gouvernement, on a d'autres, parce qu'il n'y a pas seulement que les gouvernements. Il y a d'autres personnes aussi de bonne foi qui ont des moyens de soutenir certains jeunes. Mais je ne sais pas si c'est un problème par rapport à moi personnellement. Mais non, croyez-moi, il y a beaucoup qui le disent. Voilà, justement. Il n'y a pas de soutien. Or, on s'en va défendre les couleurs du pays.
Nous y sommes pour la parole d'expert. Déjà la semaine dernière, nous sommes allés comprendre son importance avec notre expert Didier Kissodé, expert en communication digitale. Nous restons avec lui pour cette semaine. Comment matérialiser la présence en ligne? Quels sont les éléments qui rentrent dans la composition d'une présence en ligne pour une entreprise, un produit ou une personnalité? Regardez. Alors, la présence en ligne aujourd'hui met en exergue certains éléments fondamentaux. Le premier élément, il s'agit bien évidemment d'un message. Aujourd'hui, pour être présent en ligne, il faut avoir un message. Maintenant, quand vous avez le message, vous connaissez votre cible, c'est-à-dire vous connaissez les personnes à qui est destiné le message. Il faut trouver maintenant les canaux sur lesquels sont présents ces genres de personnes. Donc, les canaux aujourd'hui sont les réseaux sociaux. Donc, décidez par d'opter pour l'usage de Facebook parce que votre cible se trouve sur Facebook. C'est décider quel type de message vous devez adresser à votre cible. Le message, nous appelons aujourd'hui le contenu. Et en termes de présence en ligne, des content is king, le contenu est roi. Donc, le contenu que vous proposez aux gens, c'est le contenu qui attire les gens vers vous. Donc, il y a le contenu, il y a également l'identité. Aujourd'hui, pour parler d'identité, ce sont les valeurs que vous incarnez, ce sont vos forces, ce sont vos particularités, ce qui fait votre différence sur le marché, ce qui vous permet de vous démarquer, ce qui vous permet, quand vous choisissez, et de laisser votre concurrent. Donc, c'est important aussi de mettre en avant les identités, les valeurs. Il y a aussi les couleurs. Tout dépend aussi de la charte graphique que vous décidez de mettre en avant parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, ils sont attirés par le goût, par l'esthétique, par ce qui fait effet. Donc, plus vous avez une identité, une charte graphique qui attire des visuels assez originaux, des visuels assez séduisants, plus vous captez l'attention des gens. Donc, j'ai parlé du message, j'ai parlé des canaux, c'est-à-dire les types de réseaux sociaux sur lesquels sont présents vos cibles. J'ai parlé également de l'identité, j'ai parlé des valeurs. Et aujourd'hui, il est important aujourd'hui de fédérer une communauté. Donc, parler de présence en ligne aujourd'hui, c'est aussi de fédérer des communautés. Vous savez, les gens ont envie de partager leurs beaux moments avec d'autres personnes. Les gens ont envie de parler d'un sujet en commun. Les gens ont envie de se retrouver autour des centres d'intérêt. Donc, plus vous êtes une entreprise et vous voulez rendre efficace votre présence en ligne, il est très important de fédérer une communauté autour de votre entreprise, autour de ce que vous défendez, autour de ce que vous proposez. Donc, le message, les canaux, l'identité, les valeurs, la communauté, et je pense que vous aurez vraiment une présence en ligne intéressante. Par exemple, pour mon body painting du 27 avril que j'avais fait en 2017, si je ne me trompe pas, vous voyez, il n'y a pas vraiment un soutien assez coriace. J'attendais dans le temps là un soutien du gouvernement, mais j'ai plutôt eu malheureusement, est-ce que je dirais malheureusement, j'ai plutôt eu heureusement voilà, des retours des Américains, des gens qui voulaient acheter la licence de ce que j'ai produit comme œuvre artistique. Et ils voulaient le revendre en fait, sous forme de t-shirt comme ça, un truc mémorial pour chaque 27 avril pour le Togo. Vous voyez, c'est triste parce qu'on aurait aimé que le gouvernement puisse soutenir pour voir les œuvres là parce que chaque année j'en reproduisais. Et je me suis arrêtée à une année, je me suis dit que non c'est bon, moi je ne vais plus le faire. Parce que ce que je vise en fait à travers les œuvres là, c'est vrai qu'on dénonce quand même les maux du pays, mais au-delà de la dénonciation, on expose quand même l'espoir du jeune Togolais qui est toujours là avec l'espoir que y aura une lueur qui va venir, il y aura vraiment les choses qui vont changer, vraiment beaucoup de choses, mais on n'a pas ce soutien, cet appui-là qu'on cherche. Mais après l'œuvre artistique, là, j'ai vu que l'année qui a suivi, non, c'était la même année pour les autres pays. Bizarrement, j'ai vu le Bénin qui a représenté la même œuvre artistique, le Burkina. J'ai vu des pays qui ont représenté ce que j'avais fait. Vous voyez, quand vous voyez les gens qui copient votre œuvre et le refont avec d'autres drapeaux, d'autres dessins et tout ça, ça vous donne de la fierté. Vous vous dites que, parce que moi, bizarrement, par rapport à certaines personnes qui n'aiment pas qu'on le copie, moi, quand on me copie, je me dis, tant mieux, c'est parce que je fais un truc bien qu'on me copie. Si je le faisais mal, voilà, on n'allait pas me copier. Vous voyez? Donc, du coup, c'était une fierté dans le temps-là de voir les gens qui reprenaient mes œuvres artistiques, mais pour leur pays, mais avec le même concept et tout ça. Vous voyez? Mais dans tout ça, regardez, les autres pays le reprennent. Mais on n'a pas, jusqu'à présent, je n'ai pas eu ne serait-ce qu'un membre du gouvernement qui a dit, tiens, vous êtes la responsable des Christ, mais qu'on a vu vos œuvres, on voit que vous faites un truc qui, en dehors
vous développez d'une autre manière les couleurs du drapeau togolais, vous apportez une touche assez spéciale en tant qu'un jeune. Il n'y a pas eu ça. Vous voyez, et c'est ça qui, arrivé à un moment, moi, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Je me suis arrêtée. Je me suis dit que non, le 27 avril, moi, je ne vais plus rien produire. Vous voyez, et c'est triste. Est-ce à dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'attendez plus rien du tout du gouvernement togolais? On ne va pas vraiment dire ça. Parce que vous savez, dans la vie, tout seul, vous ne pourrez pas y faire. On a toujours besoin de l'appui de quelqu'un. On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un. Même si c'est vrai que jusqu'à présent, je fais tout toute seule. Toutes les formations que je donne dans les divers pays, que ce soit Mali, Conso, Abidjan et tout ça, c'est vrai que Ouagadougou, c'est vrai que je le fais à fond propre. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui dit tiens, je m'occupe de ton billet, je m'occupe de ta restauration. Ou bien il y a des sponsors. On n'a pas des sponsors. Vous voyez? On n'a pas des sponsors. Parce qu'à la base, je vous ai dit que ce n'est pas trop un domaine qui plaît tellement à beaucoup de jeunes femmes qui veulent. C'est-à-dire, les femmes togolaises n'aiment pas se maquiller en tout temps. Vous voyez? Mais c'est quand même paradoxal parce que de 2016 à aujourd'hui en 2023, on a connu une éclosion de make-up artistes. Justement. Ce n'est pas rentable non, aujourd'hui les gens... Non, ce n'est pas que ce n'est pas rentable. Okay. C'est-à-dire que ça aurait pu être rentable plus que ça. Ok. C'est ce que j'ai dit en fait. Par rapport à nos autres collègues d'autres pays où on voit comment elles évoluent, on ne peut pas dire que c'est la même chose ici à Lomé. Mais vous savez, dans la Togo, nous sommes environ que 8 millions. Oui, c'est vrai. Comparé à des pays qui sont au Bénin à côté 11 millions, au Nigeria, on ne compte même pas. C'est pour ça, moi, pour ma petite vie, ou ma vie modeste, si je peux le dire ainsi, je rends grâce. Parce que vous savez, il ne faut pas aussi être ingrat dans la vie par rapport à certaines choses. Vous voyez? Sinon, on ne dit pas que ce n'est pas rentable. Si une jeune, j'ai formé beaucoup de jeunes qui aujourd'hui, elles ont leur salon de beauté, je les vois faire des tournages avec des artistes. Et on ne peut pas citer toutes les élèves que moi j'ai eu à former, je ne peux pas. Il y en a qui aujourd'hui sont devenues des patronnes aujourd'hui. Elles font des formations, vous voyez, dans les hôtels. C'est-à-dire, vous ne saurez même pas que c'était mes élèves. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est une fierté quand on voit qu'on crée de l'emploi indirectement à des jeunes, mais que le gouvernement, lui, ne reconnaît pas. Ce n'est pas que j'attends, comme tu as posé la question, que je n'attends plus rien du gouvernement, non. Mais juste que des fois, indirectement, peut-être ils vont se dire que c'est juste du maquillage, mais c'est faux. Peut-être c'est juste du maquillage à leurs yeux, mais c'est de l'emploi qu'on crée. La jeune là, elle se développe, elle ouvre son salon, elle gagne de la clientèle, elle a son revenu et ce revenu là lui permet de nourrir sa famille, gérer son loyer. Donc indirectement, c'est de l'emploi qu'on crée. Bien sûr. C'est beaucoup d'emplois que j'ai eu à créer. Ça crée de la plus-value dans le pays et ainsi c'est comme ça additionné que tout ceci se développe. Du coup, on voit que vous êtes très investi et que vous avez forcément une grande vision pour Chris Makeup. Partagez-nous un peu de cette vision de Chris Makeup. À la base, je voulais ouvrir une grande académie pour Chris Makeup. Avant l'avènement du coronavirus, je voulais ouvrir vraiment une très grande académie. Être spécialiste que dans les formations. Mais bon, avec les trucs du pays, tout ça, j'ai préféré altérer dans la coiffure, la photographie et tout ça pour diversifier en fait. Maintenant, la vision aujourd'hui, c'est toujours de développer cette académie-là parce qu'aujourd'hui, on a pris carrément une villa pour l'Institut de beauté, une grande villa qu'on a pris pour l'Institut de beauté pour que vraiment, quand les élèves viennent, qu'ils essaient de se retrouver dans l'Institut, voir leur place, se retrouver dans la formation. Parce que vous savez, tout le monde peut se lever aujourd'hui pour dire « je forme ». Mais il y a une manière de pouvoir transmettre en fait la connaissance, ce que tout le monde n'a pas. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on veut vraiment développer ce côté de formation-là, pouvoir faciliter la tâche aux jeunes. Parce que les formations, pour certaines personnes, sont chères. Mais c'est par rapport en fait à ce que j'apporte, ce que je donne en aidant l'élève. Donc aujourd'hui, on aimerait bien que des sponsors ou des gens puissent soutenir ce projet-là, pouvoir réduire les charges en fait aux élèves là. Parce qu'en dehors de payer les frais de formation, ces élèves-là doivent payer également des matériels. Ça fait beaucoup de choses à la fois.
Vous voyez? Vous allez vers des organisations non gouvernementales, des groupements Oui, peut-être on va vers ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que les femmes qui se forment, Oui. il y a aussi des hommes. Bien sûr. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit il en fait. Donc, on va vers ces personnes-là, comme je vous l'ai dit, mais c'est triste de constater que si vous ne donnez pas peut-être une sorte de monnaie en rechange, ils ne vont pas vous aider. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est la réalité en fait. Vous voyez, on va vers ces personnes-là, mais comme je vous l'ai dit, ils le voient juste comme du maquillage. Seulement ça. Seulement ça. Ils ne voient pas en fait l'autre aspect de la chose. Vous voyez que c'est indirectement de l'emploi. C'est indirectement un truc, un métier qui permet à quelqu'un de pouvoir prendre soin d'elle, prendre soin de sa famille, effectuer même des voyages. Ils ne le comprennent pas. Ils se disent, bah, c'est juste qu'une maquilleuse. Vous voyez? Et ils ne prennent pas ça au sérieux, ce qui est vraiment dommage. Parce que dans d'autres pays, les gens ont construit des maisons en étant maquilleuses, des gens ont construit des restaurants en étant maquilleuses. Des académies de voilà, formation. de très grandes académies. En présentiel comme en ligne qui forment à travers le monde entier. Voyez. Alors, avant d'avoir votre mot de fin, je vais vous donner une baguette magique. D'accord? Du coup, la baguette magique, ce sera pour changer, enfin, si vous avez aujourd'hui une baguette magique, qu'est-ce que vous aurez amélioré dans le domaine entrepreneurial au Togo? Si j'avais une baguette magique, ce que j'aurais amélioré, je pense que ce serait d'abord au niveau du soutien. Changer la mentalité d'abord des choses par rapport à l'entrepreneuriat. Essayer de mieux redéfinir en fait le secteur même parce que ça, indirectement, ça entre également dans l'activité économique de l'État. Bien sûr. Donc, changer vraiment ces petits trucs-là et essayer aussi de changer, d'apporter un plus au niveau du gouvernement pour que le gouvernement puisse soutenir les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup qui développent beaucoup et il y a beaucoup plutôt qui élèvent les couleurs de leur pays, mais qui malheureusement sont dans l'ombre. Vous voyez, ils font de leur mieux, mais ce n'est pas la lumière qui devrait être sur eux, ce n'est pas trop ça. Donc, changer beaucoup ces petites astuces-là et aussi essayer de booster certains jeunes. Pas parce qu'ils sont très, très, très jeunes, donc du coup, qui ne peuvent pas y arriver, mais booster vraiment, il y a des jeunes qui ont que 16 ans, 20 ans, mais qui ont des projets vraiment extraordinaires. Vous voyez, il faut essayer de soutenir ces jeunes-là, même depuis le banc de l'école, que ce soit au lycée, à l'université. Il y a des gens qui ont vraiment des projets qu'on doit vraiment soutenir. Pas attendre que la personne soit adulte pour voir que la personne commence pas à faire quelque chose d'abord. Parce que des fois, c'est faute de moyens qu'il y en a qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est juste qu'il n'y a personne qui viendra soutenir, il n'y a personne qui va croire en leur projet. Et c'est dommage, mais on est en train de tuer beaucoup de talents comme ça et c'est malheureusement triste. En tout cas, espérons que cette baguette magique se matérialise et qu'elle fasse effet à travers l'univers entrepreneurial et du Togo. C'était un grand plaisir de vous avoir et surtout d'échanger sur ces différents mots. Je vous laisserai dire votre mot de fin, nous donnant peut-être les références sur les réseaux sociaux de Chris Beauty Salon désormais et tout ce qu'il y a à dire à propos. Alors, j'invite tout le monde d'abord à... Ah non, je vais reprendre. Je vais reprendre. C'est quoi le nom de l'émission? C'est Réa. Okay, entrepreneur. L'émission, c'est Entrepreneur. C'est le nom. Et c'est Réa qui produit. Ok, d'accord. Alors d'abord, je dis merci à Réa et merci également à cette émission-là, Entrepreneur, qui nous permet de pouvoir nous exprimer. Merci Blandine pour l'invitation. J'en profite pour dire merci à nos charmantes clientes, parce que c'est grâce à eux quand même qu'on se développe, parce que s'il n'y avait pas une fanbase et il n'y avait pas une sorte de followers sur nos pages, des clientes qui viennent, on n'allait pas atteindre le niveau là qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on soit quand même honnête par rapport à ça. Donc j'aimerais dire merci à cette large clientèle-là à travers le monde entier, parce qu'il y en a qui viennent d'un peu partout, dans mon salon, à l'Institut pour se former, se maquiller et tout ça. Merci beaucoup également à tous ces élèves-là qu'on a eu. On a eu tellement pour leur confiance. Je leur donne beaucoup de courage dans leur domaine parce que ce n'est pas facile. Il y a des mois où vraiment c'est de la chaleur intense. Et puis il y a des mois, on rend grâce à Dieu pour tout.
Donc merci à tout le monde. Et merci également au pays dans lequel je suis, parce que je suis togolaise, au-delà d'avoir des problèmes dans le pays. Oui. Je ne pense pas qu'il y a un pays qui n'a pas de problèmes. Il y en a pas. Il y en a toujours. Pas encore. Tous les pays ont toujours leurs problèmes. Donc du coup, je dis d'abord merci également à ce pays-là, auquel j'appartiens. Fière d'être togolaise malgré tout. Et je dis merci également à la Côte d'Ivoire qui m'accueillera bientôt pour leur formation en novembre. Ça va se passer du 6 novembre au 2 décembre à Abidjan, dans la cité de Angré. Donc du coup, merci, merci, merci. Je ne peux que dire merci. C'était moi. Merci également à vous pour cette session qui, je suis sûre, plaît à tous les internautes qui nous ont suivis dès cet instant. Vous savez quoi faire désormais parce que nous avons plusieurs profils à vous proposer. Donc, soyez sûrs d'être abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Ça reste même redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, REA. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'entrepreneur, toujours avec le même plaisir et avec d'autres profils très intéressants. Portez-vous bien.